Dans un monde dominé par les manœuvres politiques, l'ambition des entreprises et la compétition sociale, les enseignements de Niccolò Machiavel, un diplomate de la Renaissance qui a écrit son œuvre la plus célèbre, il y a plus de 500 ans, restent étonnamment actuels. Lorsque Machiavel rédigeait « Le Prince » en 1513, il n'écrivait pas simplement un manuel pour Lorenzo de Médicis. Il y consignait des principes intemporels du pouvoir, qui transcendent les siècles. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu expérimente ce que vous êtes vraiment, écrivait Machiavel. Cette observation touche au cœur de l'existence moderne. L'écart entre perception et réalité. Dans notre monde saturé de réseaux sociaux, où des images soigneusement sélectionnées façonnent l'opinion publique, Machiavel reconnaîtrait sûrement la manipulation stratégique des apparences qui s'opèrent désormais à l'échelle mondiale. Mais que penserait ce philosophe controversé de notre paysage actuel? Comment son pragmatisme implacable s'appliquerait-il à un monde de communication instantanée, de multinationales et de relations internationales complexes? Ses conseils, souvent critiqués comme amoraux, trouveraient-ils une nouvelle justification dans notre environnement de plus en plus compétitif? La question est la suivante. La faiblesse est-elle vraiment un choix dans le monde d'aujourd'hui? Et si c'est le cas, quel prix payons-nous en empruntant cette voie? Le concept le plus révolutionnaire de Machiavel ne résidait pas dans son plaidoyer pour la cruauté ou la tromperie, mais plutôt dans sa redéfinition de la vertu. Contrairement aux moralistes chrétiens de son époque, Machiavel concevait la vertu non pas comme une bonté morale, mais comme une capacité décisive, la compétence et la volonté d'agir quand cela est nécessaire, indépendamment des contraintes morales conventionnelles. Un homme qui veut à tout prix faire profession de bonté doit nécessairement connaître l'échec face à tant de personnes qui ne le sont pas, avertit-il dans Le Prince. Cette idée soulève des questions inconfortables sur le leadership moderne. Lorsque nous insistons pour que nos dirigeants respectent des standards moraux parfaits, tout en évoluant dans des systèmes imparfaits, ne les plaçons-nous pas dans une position d'inefficacité? Prenons le cas de Lehman Brothers durant la crise financière de 2008. Alors que des concurrents tels que Goldman Sachs ou JP Morgan Chase prenaient des mesures décisives pour réduire leur exposition aux prêts hypothécaires à risque, des actions alors critiquées comme insensibles, Lehman maintenait des positions risquées, en partie par souci de la perception de marché. Leur hésitation à prendre des décisions impopulaires, mais nécessaires, a finalement conduit à la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis, affectant des milliers d'employés et l'économie au sens large. Ils étaient au bord de la ruine financière, aveuglés par leurs propres hésitations morales, tandis que leurs concurrents sautaient vers la sécurité. Mais cela signifie-t-il qu'il faut abandonner toute considération éthique? Pas nécessairement. Machiavel ne prônait pas la cruauté. Il reconnaissait que le leadership nécessite parfois des décisions difficiles qui peuvent sembler immorales à court terme, mais qui servent un bien plus grand. Il est nécessaire, pour un prince souhaitant maintenir sa position, d'apprendre à ne pas être bon et d'utiliser cette connaissance, ou de ne pas l'utiliser, selon les nécessités. Machiavel écrit « La phrase clé ici est selon les nécessités », suggérant une flexibilité éthique plutôt qu'un abandon complet de l'éthique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Peut-être cela signifie-t-il reconnaître quand vos propres absolus moraux deviennent des obstacles à une action efficace? Quand votre dévouement à être aimable vous a-t-il empêché de prendre des décisions nécessaires mais difficiles? Quand votre engagement envers une honnêteté absolue a-t-il nui à des relations qui auraient pu bénéficier d'un silence diplomatique? Il vaut bien mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel dans l'une de ses citations les plus célèbres. Cette affirmation va à l'encontre de nombreux conseils modernes sur le leadership, qui insistent sur l'intelligence émotionnelle, l'empathie et la connexion. Mais Machiavel avait-il raison? Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, les études montrent régulièrement que les employés appréciés bénéficient de plus d'opportunités, de meilleures évaluations et de promotions plus rapides. Pourtant, il existe un revers à cette insistance sur la sympathie, surtout pour ceux qui privilégient avant tout d'être aimés. Selon une récente enquête sur le milieu professionnel, 67 des employés qui se définissent comme des faiseurs de plaisir ont déclaré avoir souffert d'épuisement professionnel, contre 38 chez ceux qui se décrivent comme assertifs. Ceux qui cherchent constamment l'approbation
se retrouve souvent manipulé, surchargé de travail et sous-estimé. L'employé qui ne dit jamais non, qui prend toujours des responsabilités supplémentaires sans compensation, qui évite les conflits nécessaires, cette personne ne fait pas preuve de vertu, mais de faiblesse. Une faiblesse que Machiavel considérerait comme autodestructrice. Les hommes sont si simples d'esprit et si dominés par leurs besoins immédiats qu'un homme trompeur trouvera toujours beaucoup de gens prêts à se laisser tromper. Machiavel observe que dans le contexte actuel, ceux qui désespèrent d'être aimés se retrouvent souvent entourés de personnes prêtes à profiter de ce besoin. Leur quête d'approbation devient un collier autour de leur cou, tenu en laisse par quiconque est prêt à offrir une acceptation conditionnelle. Mais la gentillesse n'est-elle pas une vertu? Un monde gouverné par des manœuvres machiavéliques ne serait-il pas froid et cruel? Cela déforme le propos de Machiavel. Il ne préconise pas d'éliminer la gentillesse, mais plutôt de l'employer de façon stratégique. La gentillesse exprimée depuis une position de force est généreuse. Celle affichée par faiblesse n'est qu'une forme d'exploitation. Demandez-vous, quand avez-vous dit oui, alors que vous auriez dû dire non? Quand avez-vous évité un conflit nécessaire pour en affronter un plus grand par la suite? Quand votre besoin d'être aimé vous a-t-il empêché d'obtenir du respect? Les hommes, en général, jugent davantage par les yeux que par les mains. Car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu connaissent vraiment ce que vous êtes. Machiavel a écrit « Cette vision précède les réseaux sociaux de 5 siècles et décrit pourtant parfaitement notre réalité actuelle. Les dirigeants d'aujourd'hui doivent gérer leur réputation sur plusieurs plateformes, en comprenant que la perception compte souvent plus que la réalité. Le PDG qui communique sur la responsabilité sociale tout en réduisant les avantages des employés, l'influenceur qui prône l'authenticité tout en soignant méticuleusement son image, le politicien qui défend la transparence tout en dissimulant des informations, tous incarnent le machiavélisme moderne. Prenons l'exemple de la réputation d'Apple en matière de responsabilité environnementale. Lorsque Greenpeace a critiqué les pratiques environnementales d'Apple en 2006, l'entreprise a d'abord réagi sur la défensive. Mais, réalisant le risque que cela faisait peser sur sa marque, Apple a lancé une révision stratégique de sa réputation. En 2014, même Greenpeace saluait Apple comme un leader environnemental. Apple a traité sa réputation comme un jardin nécessitant un entretien attentif, taillant les perceptions négatives et cultivant les positives, tout en maintenant largement inchangé l'écosystème sous-jacent de l'entreprise. Est-ce une hypocrisie flagrante? Machiavel aurait une lecture différente. Il reconnaîtrait que la gestion de la réputation n'est pas une option, mais une obligation. Dans un monde où l'information circule instantanément et où les premières impressions forgent des jugements durables, contrôler son image n'est pas de la manipulation, c'est une nécessité pour la préservation de soi. Cet écart entre perception et réalité n'est pas nouveau, mais les outils pour le gérer ont évolué de façon spectaculaire. Le prince d'aujourd'hui doit maîtriser non seulement le champ de bataille, mais aussi le navigateur, non seulement la cour, mais aussi les sections de commentaires. Votre réputation se dresse comme un mur de château entre votre véritable moi et le jugement public, non pas pour tromper, mais pour protéger ceux qui comptent. Mais cela signifie-t-il abandonner complètement l'authenticité? Non. Et ici, Machiavel offre une nuance surprenante. Bien qu'il plaide pour le contrôle des apparences, il avertit aussi contre le faux-semblant qui ne peut être maintenu. Le leader qui présente une image trompeuse finit par trouver cette image impossible à soutenir, en particulier sous pression. Que signifie cela pour votre gestion de la réputation personnelle? Peut-être cela suggère-t-il d'être stratégique plutôt que trompeur. Comprendre quels aspects de vous-même mettre en avant dans différents contextes n'est pas de l'honnêteté trompeuse, c'est de l'intelligence sociale. La première méthode pour évaluer l'intelligence d'un souverain est d'examiner les hommes qui l'entourent. Machiavel a observé. Cette idée parle directement du réseautage moderne, la compréhension que vos connexions déterminent souvent vos opportunités. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les alliances comptent plus que jamais. Les partenariats d'entreprise, les coalitions politiques et même les relations personnelles fonctionnent comme des atouts stratégiques. Machiavel reconnaîtrait que le pouvoir moderne opère rarement en isolation. Il fonctionne à travers des réseaux d'influence. Considérez
Comment Reed Hastings a transformé Netflix d'un service de DVD par correspondance en un géant du streaming, en forgeant des alliances stratégiques. Initialement, les studios établis voyaient Netflix comme un canal de distribution mineur et concédaient volontiers leur contenu. Lorsque ces derniers ont réalisé que Netflix représentait une menace concurrentielle, Netflix avait déjà constitué une base d'abonnés suffisante et une infrastructure technique pour commencer à produire du contenu original. Netflix se mouvait comme de l'eau autour des rochers des médias établis, contournant les obstacles et remodelant progressivement le paysage par une pression persistante plutôt que par une confrontation directe. Il vaut mieux être impétueux que prudent car la fortune est une femme, et si l'on souhaite la garder sous contrôle, il faut la frapper et la faire tomber, a écrit Machiavel dans l'un de ses passages les plus controversés. Mettant de côté le sexisme évident de son époque, l'idée fondamentale reste précieuse. L'action audacieuse réussit souvent là où l'hésitation prudente échoue. Mais qu'en est-il des ennemis? Ici, Machiavel offre peut-être son conseil le plus contre-intuitif: ne jamais infliger une blessure légère à un ennemi. Cela va à l'encontre de notre instinct qui est de minimiser le conflit. Machiavel suggère que si vous devez agir contre quelqu'un, faites-le de manière décisive, sans lui laisser aucune possibilité de riposter. Lorsque Netflix a fait face à une révolte croissante des utilisateurs à cause d'une hausse de prix prévue en 2011, le PDG Reed Hastings a voulu calmer les clients avec des mesures à moitié efficaces et des explications, au lieu de revenir complètement sur sa décision ou de revenir complètement sur sa décision. S'y tenir fermement. Cette approche des blessures superficielles a entraîné la perte de 800 000 abonnés et une chute de 77 du cours de l'action. Dans le milieu professionnel actuel, cela pourrait signifier des ruptures nettes plutôt que des conflits prolongés. Le manager qui licencie rapidement et complètement un employé peu performant, plutôt que d'y aller par une série de mesures inefficaces, pourrait en réalité faire preuve d'une certaine forme de clémence, évitant une souffrance prolongée pour toutes les personnes concernées. Demandez-vous, avez-vous été audacieux ou timide dans la construction de vos alliances? Avez-vous laissé durer des conflits qui auraient dû être réglés de façon décisive? Vous êtes-vous entouré de personnes qui renforcent vos compétences ou qui se contentent de reprendre vos opinions existantes? La fortune est l'arbitre de la moitié des choses que nous faisons, laissant l'autre moitié sous notre contrôle, a écrit Machiavel, reconnaissant à la fois le rôle du hasard et le pouvoir de l'action humaine. Cet équilibre entre accepter les circonstances et affirmer son contrôle résonne puissamment dans le monde incertain d'aujourd'hui. Machiavel reconnaîtrait que l'accent mis aujourd'hui sur la résilience et l'adaptabilité est une expression moderne de son concept de vertu, la capacité à réagir efficacement aux circonstances changeantes. L'entrepreneur qui s'adapte au changement du marché, le leader qui fait face à des crises inattendues, et la personne qui se réinvente après des revers personnels démontrent tous la vertu machiavélienne. Pensez à la manière dont le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a transformé la fortune de l'entreprise après sa prise de fonction en 2014. Héritant d'un géant technologique stagnant trop dépendant de Windows, menacé de façon existentielle par l'informatique mobile, Nadella a pris la décision audacieuse d'adopter l'informatique en nuage et les services multiplateformes plutôt que de défendre la domination de Windows. Comme un marin habile qui s'adapte au vent changeant, Nadella n'a pas résisté au courant technologique, mais a redirigé la trajectoire de Microsoft pour en tirer parti. Je conclus que puisque la fortune change et que les hommes restent obstinés dans leur voie, ils prospèrent tant que la fortune et la politique s'accordent, et qu'ils échouent lorsqu'il y a un choc. Il souligne que cette vision remet en question à la fois le fatalisme et l'arrogance. La croyance que nous sommes soit entièrement à la merci des circonstances, soit complètement maîtres de notre destin. Pensez à la façon dont les histoires de réussite modernes combinent souvent préparation et opportunité. Le succès dit du jour au lendemain, fruit en réalité d'années de développement de compétences, la chance qui arrive après un réseautage constant, ou le bon timing issu d'une analyse de marché rigoureuse. Tout cela reflète la compréhension de Machiavel, selon laquelle la fortune favorise les esprits préparés. Mais qu'en est-il de la véritable malchance? Ici, Machiavel offre une sagesse stricte mais pragmatique. Lorsque l'événement est inévitable, il faut l'accueillir. Ce stoïcisme invite à concentrer son énergie, non pas à se lamenter sur un mauvais sort, mais à y répondre efficacement. Interrogez-vous,
À quel moment vous êtes-vous reproché des circonstances pour des échecs dus à votre propre rigidité? Quand avez-vous manqué de vous préparer à des défis prévisibles? Quand avez-vous laissé passer des opportunités parce que vous n'étiez pas prêt à les saisir? Machiavel écrivait qu'un prince ne devrait avoir d'autre but, ni penser, ni se consacrer à autre chose que la guerre, son organisation et sa discipline. Bien qu'il plaide littéralement pour la préparation militaire, le principe plus large demeure valable. Les dirigeants doivent maîtriser les défis fondamentaux de leur environnement. Pour les leaders actuels, ces défis relèvent rarement d'une guerre au sens strict, même si les métaphores militaires imprègnent abondamment le langage des affaires. Ils consistent plutôt à naviguer dans la complexité organisationnelle, les bouleversements technologiques et la psychologie humaine. Le prince moderne doit comprendre non seulement la stratégie, mais aussi les systèmes, non seulement le pouvoir, mais aussi les personnes. En 2006, lorsque Alan Mulally est devenu PDG de Ford, l'entreprise perdait des milliards et se dirigeait vers la faillite. Plutôt que de se reposer principalement sur la réduction traditionnelle des coûts, Mulally a instauré un système de transparence radicale où les cadres rendaient publiquement compte des problèmes lors de réunions hebdomadaires, grâce à des tableaux codés par couleur. Lorsqu'il a félicité le premier cadre qui a signalé un problème au lieu de le punir, la culture a rapidement évolué vers une identification honnête des difficultés et une résolution efficace. Mulally a reconnu que la peur agit comme du sable mouvant dans les organisations. Plus les gens essaient de l'éviter, plus ils s'enfoncent dans des comportements dysfonctionnels. Machiavel reconnaîtrait que les leaders efficaces d'aujourd'hui allient compétences techniques et insights psychologiques. Ils comprennent à la fois les indicateurs qui mesurent la performance et les motivations qui influencent le comportement. Ils savent que le leadership nécessite à la fois une compétence analytique et une intelligence émotionnelle. Les individus sont guidés par deux impulsions principales, l'amour ou la peur. Machiavel a observé que cette compréhension psychologique nourrit les théories modernes du leadership sur la motivation intrinsèque et extrinsèque. Le leader qui sait quand inspirer et quand instaurer des conséquences exerce une sagesse machiavélienne. Mais Machiavel approuverait-il pleinement l'accent mis aujourd'hui sur le leadership collaboratif? Probablement pas. Bien qu'il reconnaisse la valeur du consensus, il mettrait en garde contre une répartition trop large de la responsabilité. Un prince qui n'est pas lui-même sage ne peut pas être conseillé à bon escient, avertit-il, suggérant que la responsabilité ultime revient au leader. Regardez comment les organisations modernes peinent à prendre des décisions. Les comités, groupes de travail et processus collaboratifs produisent souvent des compromis au détriment de la clarté. Machiavel plaiderait probablement pour une hiérarchie d'autorité plus nette, non pas pour encourager la tyrannie, mais pour favoriser l'action. Demandez-vous, vous êtes-vous caché derrière le consensus quand un leadership décisif était nécessaire? Avez-vous favorisé l'harmonie au détriment de l'efficacité? Avez-vous vraiment maîtrisé les enjeux fondamentaux de votre environnement ou simplement délégué cette compréhension à d'autres? La maxime « la fin justifie » les moyens est souvent attribuée à Machiavel, bien qu'il ne l'ait jamais écrite mot à mot. Sa position réelle était plus nuancée. Il reconnaissait que les dirigeants doivent parfois agir de façon condamnable selon la morale conventionnelle. Mais il ne prônait pas une immoralité sans limite. Dans le monde actuel, la complexité éthique n'a fait que s'accroître. Les dirigeants doivent naviguer entre des systèmes de valeurs concurrents, équilibrant les attentes des actionnaires avec les préoccupations environnementales, l'efficacité avec l'équité et l'innovation avec la stabilité. Machiavel reconnaîtrait que la pureté morale est rarement possible dans de tels contextes. Considérez l'approche d'Elon Musk chez Tesla. Pour favoriser l'adoption des véhicules électriques qui sont sans doute un bien pour l'environnement, Musk a employé des tactiques discutables, y compris des promesses excessives sur les délais, un affrontement avec les régulateurs de la sécurité et la création de la sécurité, conditions de travail exigeantes. Ces compromis machiavéliques ont permis à Tesla d'atteindre ce que beaucoup croyaient impossible, forçant l'ensemble de l'industrie automobile à embrasser les véhicules électriques. Musk se tient comme un funambule, jonglant entre l'accomplissement visionnaire et les compromis éthiques, maintenant l'élan grâce à des ajustements constants plutôt qu'à un équilibre parfait. Un prince qui souhaite maintenir sa position doit apprendre à ne pas toujours être bon et à utiliser, ou non, ce savoir selon les circonstances.
Machiavel écrivait « Cela suggère une flexibilité éthique plutôt qu'un abandon éthique, sachant quand le principe doit céder à la pragmatique. Considérez l'éthique des affaires modernes. L'entreprise qui externalise la fabrication pour réduire les coûts peut augmenter la valeur pour les actionnaires tout en nuisant aux communautés locales. La plateforme technologique qui maximise l'engagement peut accroître les revenus tout en affectant la cohésion sociale. Ces compromis n'ont pas de solution parfaite. Ils exigent du jugement, pas un absolutisme moral, mais cela signifie-t-il renoncer à toute contrainte éthique? Machiavel dirait que non. Il comprenait qu'un leadership totalement amoral échoue au final, car il détruit la confiance sociale nécessaire au fonctionnement des sociétés. Le leader qui trahit trop souvent se rend vite compte qu'il ne reste plus personne prêt à être son allié. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel l'a observé, reconnaissant que certaines violations, notamment celles touchant aux intérêts matériels, créent des ennemis irréductibles. Le leader moderne qui ignore cette sagesse peut remporter des gains à court terme tout en se créant une opposition durable. Demandez-vous, quand vous êtes-vous réfugié derrière des principes absolus pour éviter des jugements éthiques difficiles? Quand avez-vous justifié des moyens qui n'étaient pas vraiment nécessaires aux fins recherchées? Quand avez-vous négligé de considérer les conséquences à long terme de décisions opportunistes? 5 siècles après sa mort, Machiavel continue de remettre en question nos certitudes confortables sur le pouvoir, le leadership et la nature humaine. Ces enseignements restent pertinents, non pas parce que le monde serait devenu plus cynique, mais parce que les dynamiques humaines sont fondamentalement inchangées. L'essence de la sagesse machiavélienne n'est ni la cruauté ni la tromperie, mais un réalisme lucide. C'est la reconnaissance que le monde tel qu'il est diffère souvent du monde, tel que nous souhaiterions qu'il soit, et qu'une action efficace nécessite de prendre en compte cet écart. Une étude récente sur les trajectoires de carrière a révélé que les professionnels se décrivant comme pragmatiques gagnaient significativement plus au fil du temps que ceux se définissant comme idéalistes, l'écart se creusant avec les années. Cela suggère que le réalisme machiavélien pourrait effectivement offrir des avantages matériels dans des environnements compétitifs. Car notre manière de vivre est souvent bien éloignée de celle que l'on souhaiterait. Et celui qui abandonne le réel au profit de ce qui devrait être s'expose davantage à sa propre ruine qu'à sa sauvegarde. Il a écrit « Ce conseil contre l'idéalisme naïf s'adresse directement à notre époque de compromis complexes et de solutions imparfaites. » Lorsque Howard Schultz est revenu à la tête de Starbucks en 2008, il a constaté que l'entreprise perdait des parts de marché et son identité. Plutôt que de s'accrocher à des stratégies dépassées, Schultz a pris la décision difficile de fermer 600 magasins et de suspendre temporairement toutes les autres boutiques pour former à nouveau le personnel. Cette capacité à agir avec détermination a revitalisé l'entreprise. Que conseillerait Machiavel pour une stratégie personnelle aujourd'hui? Peut-être ces principes: reconnaître la réalité sans s'y limiter, cultiver la flexibilité stratégique, trouver l'équilibre entre idéalisme et pragmatisme, construire le pouvoir par la compétence plutôt que par la manipulation, gérer sa réputation de manière stratégique. La plus grande leçon machiavélienne pourrait être celle-ci. Le pouvoir n'est ni intrinsèquement corrupteur, ni intrinsèquement vertueux. C'est un outil dont la valeur morale dépend entièrement de la manière dont il est acquis et utilisé. Comme une épée, il peut à la fois protéger et détruire. Ce n'est pas son existence qui détermine son usage, mais la main qui la manie. Là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent être grandes, écrivait Machiavel, offrant une ultime note d'optimisme. Pour toute sa réputation de cynique, il croyait finalement en la capacité humaine, en notre pouvoir de modeler les circonstances, plutôt que de simplement y réagir. Dans un monde qui récompense souvent la faiblesse par l'exploitation et la force par l'opportunité, Machiavel demeure un rappel à la fois brutal et nécessaire. Votre choix entre pouvoir et impuissance détermine non seulement votre destin personnel, mais aussi votre capacité à influencer le monde qui vous entoure. La question n'est pas de savoir s'il faut rechercher la force, mais comment la mettre en œuvre une fois acquise. Si ces réflexions vous ont été utiles pour votre propre cheminement vers une action efficace dans un monde complexe, prenez un moment pour liker, partager et vous abonner.
Votre soutien contribue à faire connaître ces principes intemporels à ceux qui cherchent à naviguer avec sagesse et lucidité dans le paysage complexe d'aujourd'hui. Rejoignez notre communauté de machiavéliens modernes qui comprennent que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à forger un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour ceux qui comptent sur nous.